Nous sommes ravis d'être avec vous et de vous parler d'un sujet tellement passionnant comme l'intelligence artificielle et l'avenir du travail. Si je dis nous, c'est ma collègue Corinne Dubois, elle est économiste chez Vius Partner et moi. Moi, je suis responsable pour le secteur IA chez la groupe Vius Partner. Et car on va parler de l'IA, vous le voyez clairement, il faut aussi avoir notre avatar de l'IA. Je ne sais pas, toi, Corinne, comment tu es contente avec ton avatar, mais vous voyez, chez moi, au moins, la coiffure, elle est toujours juste. Corinne et moi, nous allons nous diviser les prochaines 30 minutes de la façon suivante. Moi, je vais essayer de mettre la base, faire un pas en arrière un peu et de vous parler de les tendances générales. Je voudrais souligner et prononcer deux grandes tendances technologiques plutôt. Et après, je vais passer le bâton à Corinne et elle va faire le point plus spécifique sur le travail et l'immobilier, l'influence de l'IA sur ces deux secteurs. Et j'ai envie de directement commencer par tester, mesdames et messieurs, votre intelligence. Donc, petit examen avant le dîner avec cette tâche-là. Alors, étudiez ça pour un petit moment. C'est un exemple de ce qu'on appelle un AI benchmark. Les AI benchmarks, ce sont des examens avec lesquels on essaie de quantifier la performance des systèmes de l'IA. Spécifiquement, c'est le ARC Price Benchmark qui mesure la capacité, vous le voyez, d'acquérir des nouvelles compétences à la volée. Ou en anglais, c'est le Artificial General Intelligence, l'intelligence artificielle générale. Et vous voyez certainement comment ça fonctionne. Vous avez les trois exemples à gauche. Il faut trouver le système, il faut trouver la règle et l'appliquer à droite. Je me permets de dire ici, c'est pas trop difficile de trouver la règle. Bien sûr, il faut mettre le jaune dans le vert. Mais ce benchmark consiste de centaines et centaines d'exemples comme celui-là. Il y a bien sûr aussi des exemples comme ça. Certainement, vous êtes plus intelligent que moi, mais moi, j'ai vraiment des difficultés de trouver la règle ici. Et si on fait ça avec, par exemple, les différentes versions de ChatGPT, on peut, comme vous voyez sur cette courbe ici, on peut analyser la performance des systèmes de l'IA en fonction du temps. Donc, vous voyez ici, la score, c'est le pourcentage des réponses correctes pour les différentes versions de ChatGPT, en fait, jusqu'à fin 2024. Donc GPT-2, 3, 4 et 4O. Et vous voyez que les scores, ils sont plutôt bas, environ 10% dans ce benchmark. C'était, encore une fois, jusqu'à fin 2024. Mais peut-être vous sentez déjà ce que je vais dire maintenant. Avec la nouvelle génération des modèles, ce qu'on appelle les modèles de raisonnement, Reasoning Models, on a observé une explosion, une forte augmentation des capacités généraux, donc les scores dans ce ARC Price Benchmark. Et encore une fois, dans cette courbe ici, c'est seulement entre guillemets les différentes versions de ChatGPT. ChatGPT, c'est qu'une option, une version de modèle de langue. Si on compare les différentes boîtes, les différents fournisseurs des modèles de langue, vous avez la même fonction, si vous voulez. Donc, vous avez la performance en fonction du temps, aussi ici. Et vous avez en différentes couleurs les différents fournisseurs, les différentes laboratoires de l'IA. Vous avez OpenAI, la mère de ChatGPT, xAI, DeepSeek, même Google, Anthropic. Et vous observez deux choses. Une, vous avez cette forte augmentation après 2024 avec les modèles de raisonnement, cette presque exponentielle, la performance augmente presque exponentiellement. Et deuxième, si vous comparez la performance entre les différents laboratoires, en 2023, la différence est beaucoup plus haut, beaucoup plus prononcée qu'aujourd'hui. Donc, si je simplifie ça un petit peu, on a cette fonction-là. Donc, vous avez OpenAI toujours au top. Vous avez le deuxième cluster là avec xAI, avec Anthropic, Google, et le troisième là, notamment les modèles open source ou open weights, comme on dit en IA, avec Meta, Facebook et la compétition de la Chine, DeepSeek aussi. Et vous avez cette convergence de la performance en fonction du temps, c'est-à-dire c'est une bonne évidence que la intelligence, la performance des systèmes de l'IA devient de plus en plus une commodité, si vous voulez. Et ça, c'est
la première grande tendance que je voudrais souligner ici. La performance des systèmes de l'IA, elle se généralise, elle augmente et elle converge entre les différents laboratoires. Point numéro 1. Pour le deuxième point, j'ai besoin de l'assistance du pape. Et non, c'est pas parce que je pense que tout espoir soit perdu ou quelque chose. Je voudrais juste vous montrer cette image ici. Peut-être que vous l'avez déjà vu. C'est l'ancien pape, je dois dire maintenant, avec la papesse, si vous voulez, la reine du pop, Madonna. Et clairement, ce n'est pas une image réelle, c'est une image générée par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas très nouveau, on doit dire que les systèmes sont capables de produire des images comme ça, mais c'est possible grâce à un phénomène qu'on appelle la multimodalité. La multimodalité, comme le nom suggère, c'est la capacité des systèmes de l'IA de gérer et de traiter plusieurs des modalités des données. Donc vous avez à gauche, côté entrée, vous avez texte, vous avez bien sûr aussi audio, image et tout. Ça est tout géré dans le même embedding space, comme on dit en nerdspeak, c'est géré en même temps. Et les systèmes, bien sûr, ils sont capables de donner des réponses en texte, mais aussi en image, comme on a vu. C'est comme ça que c'est possible de produire des images du pape, mais pas seulement du pape, aussi du pape de la France, j'ai presque dit. Mais c'était le président Macron lui-même qui a posté ces deux images sur X avant la grande conférence de l'IA ici à Paris il y a quelques mois. Et vous le voyez, il a dit que c'était bien joué de la IA générative ici. Et certainement, si c'est possible de créer des images individuelles, c'est aussi possible de créer des séquences des images, c'est-à-dire des vidéos. Si je dis par exemple, donne-moi une vidéo d'un kangourou qui danse dans une disco par exemple, c'est possible de le faire. Vous le voyez. Alors ça c'est la multimodalité. Encore une fois, ce n'est pas totalement nouveau, mais aujourd'hui c'est possible d'augmenter ce concept, le concept de la multimodalité, de un palier. De la façon suivante, c'est possible, vous le voyez à gauche, côté entrée, je peux donner au système IA tout mon écran ou tout mon ordinateur comme input. Bien sûr, mon écran, c'est un mélange, ça consiste de différentes modalités de données, j'ai texte, j'ai des images, des fois des vidéos, et car c'est possible de traiter tout en même temps, grâce à la multimodalité, l'IA, le système de l'IA peut comprendre toutes les choses sur mon écran, côté gauche, côté entrée. Et côté droite, côté output, ce n'est pas seulement possible de produire du texte et des images, mais je peux donner au système directement le contrôle, par exemple, de mon souris, comme vous voyez, de mon clavier, ou de, en principe, tous les programmes sur mon ordinateur. Et c'est en faisant ça qu'on arrive dans la sphère des agents de l'IA, les AI agents. L'année 2024 a même été nommée l'année des AI agents, the year of the AI agents. Et ouais, la même chose est certainement vrai pour 2025, c'est un des sujets les plus chauds dans le moment. Et les agents, ils consistent de deux composantes. Raisonnement, c'est-à-dire penser, réfléchir, planifier des différents pas. C'est normalement fait par un LLM, c'est Large Language Model, c'est les modèles de langue, par exemple ChatGPT. Mais pas seulement raisonnement, vous le voyez, aussi des actions. Donc en principe, ça fonctionne comme ça. Moi, comme utilisateur, je demande une question, une tâche au système, au LLM, et ça ne va pas me répondre directement, mais c'est capable de... Maintenant, ça arrête. C'est capable de commander des différents outils. Donc, maintenant, super. Par exemple, un calculateur, ça peut faire web search, ça peut accéder à différentes bases de données et en principe tous les programmes, tous les API sur mon ordinateur. Alors ça commande des différents outils et certainement ça fait les réponses beaucoup plus puissantes que seulement donner des réponses malins en texte, par exemple. J'ai une petite démonstration de ça. C'est une vidéo de l'agent de OpenAI.
OpenAI, encore une fois, c'est la boîte, la mère de ChatGPT, le OpenAI Operator. Donc si je dis Find me a family-friendly campsite at Joshua Tree this weekend, trouve-moi un camping pour ce week-end, ça va accéder le web, ça a son propre web browser en arrière, ça va cliquer, ça va remplir des différentes formes, c'est capable de trouver des différentes solutions, trouver des options, remplir le calendrier là, vous le voyez, et enfin ça va me faire une proposition et je dois juste dire ouais, book it, ça me plaît, et ça va le booker. Un operator, c'est-à-dire un AI agent, un agent de l'IA. Et ça, c'est la deuxième grande tendance que je voudrais souligner ici. La multimodalité et les agents, ils sont en plein essor. Et c'est en combinaison avec la première grande tendance que j'avais mentionnée, la performance qui se généralise et qui augmente, que c'est une combinaison évidemment très puissante, mais aussi très défiante. Et c'est avec ça que j'espère j'ai formé une bonne base pour la partie intéressante de la partie de Corinne. Merci beaucoup. Merci Séverin. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie de la présentation où on va plutôt s'intéresser justement aux impacts sur l'emploi. Donc comme on l'a vu justement avec Séverin, cette technologie, cette IA générative n'a cessé de progresser, de faire des progrès fulgurants au cours des dernières années et même au cours des derniers mois, des dernières semaines. Et là, la capacité de modifier en profondeur nos façons de travailler. Et nous, on a voulu se poser la question, quel serait finalement l'impact possible sur le paysage de l'emploi en France. Pour essayer de répondre à cette question, on a donc voulu estimer de façon systématique et quantitative les gains d'efficience possibles dans les différentes professions de l'économie française. Donc dans un premier temps, on a fait ça vraiment d'une façon agrégée du point de vue macroéconomique, et dans une deuxième partie avec un focus un petit peu plus spécial sur les secteurs immobiliers et de la construction. Alors, notre étude se base en fait sur la classification, on m'entend pas bien ? Voilà, je parle un petit peu mieux dans le micro, sur la classification européenne ISCO 08. Donc cette classification, elle répertorie toutes les différentes professions et les principales tâches effectuées dans chacune. Ensuite, pour chaque profession, chaque tâche, on a demandé à ChatGPT d'évaluer combien de temps un travailleur qui utiliserait l'IA générative pourrait gagner par rapport à un autre qui utiliserait les outils de bureautique usuels mais sans IA générative. Ça va nous permettre justement d'estimer ces gains d'efficience. On a utilisé plusieurs prompts développés par plusieurs experts et on a aussi pris en considération plusieurs scénarios, notamment plutôt des scénarios plus prudents ou plus optimistes quant à l'évolution de la technologie. C'est la raison pour laquelle on va vous présenter nos résultats sous forme de fourchettes plutôt que de valeurs uniques. Finalement, on a également fait une revue de la littérature existante afin de comparer et plausibiliser nos résultats. Donc, nos résultats vont se présenter sous forme d'un gain d'efficience par profession et d'un gain de productivité par profession. Les gains d'efficience, on les définit comme les économies de temps et de coûts que l'on peut obtenir grâce à l'IA générative. Et les gains de productivité, ça va être une mesure un petit peu plus large qui tient compte des gains d'efficience, mais également de différents aspects comme l'amélioration de la qualité, de l'utilisation des ressources ou de la prise de décision. Sans plus attendre, voici notre principal résultat pour cette étude. Donc en France, si on utilisait l'IA générative à large échelle et de façon efficace, on pourrait générer un gain d'efficience estimé entre 21 et 34%. Gain de productivité en moyenne 33%. Il s'agit là donc d'un résultat à l'échelle nationale qui se base sur les gains d'efficience de différentes professions et que l'on pondère ensuite par le nombre d'emplois dans chaque profession. Naturellement, il va y avoir une très forte hétérogénéité, de très fortes différences entre les professions. Parmi les professions qui ont des gains d'efficience les plus forts grâce à l'IA générative, on retrouve les spécialistes IT, mais aussi les employés de bureau. Là, on a des gains d'efficience qui peuvent osciller entre 40 et 60%. Donc pour les employés de bureau, on pense naturellement à tout ce qui est travail de texte, donc rédaction de documents, vérification, gestion de la communication, qui va leur permettre de gagner énormément de temps. Et pour les spécialistes IT, ça va être davantage l'aide à la programmation, génération de code, complétion de code, détection d'erreurs, etc. Donc ce
sont des domaines où naturellement l'IA générative est déjà très très performante et où les nouvelles capacités permettront d'aller encore plus loin. Maintenant, on peut aussi voir qu'est-ce qui a été fait justement dans d'autres études, et là je vous en mentionne deux, qui sont en fait des études empiriques où on a été voir, où les auteurs ont été voir dans des conditions réelles de l'introduction de la technologie en entreprise, qu'est-ce qu'il y a eu comme effet. La première étude auprès de programmeurs informatiques a trouvé que les programmeurs ayant accès à l'IA générative produisaient 53% de plus de lignes de code que ceux qui n'y avaient pas accès. La deuxième étude montrait qu'ils complétaient 26% de tâches en plus par rapport à ceux qui n'avaient pas accès de nouveau à la technologie. Et il faut garder à l'esprit qu'il s'agissait là de la phase d'introduction de la technologie, donc pas encore à plein potentiel. Donc ça montre bien le potentiel que recèle cette technologie, en tout cas pour ce métier, et comme on l'a vu pour de nombreuses autres professions. Je passe maintenant aux professions qui sont un peu de l'autre côté du spectre, c'est-à-dire celles qui sont le moins impactées finalement par l'IA générative. Alors là, on retrouve finalement des métiers où le travail physique, manuel, la présence humaine restent vraiment primordiaux au centre du métier. Donc on va avoir les métiers, par exemple le transport, la construction, l'industrie, etc., où on a beaucoup plus de travail physique. Et là, l'IA générative, alors c'est pas qu'elle ne va rien pouvoir apporter, mais ça va plutôt être une aide auxiliaire. Et pouvoir l'utiliser pour obtenir des directives, des conseils, pour produire du matériel de formation pour un nouveau collaborateur, par exemple, ou encore pour améliorer, faciliter la communication avec les clients. D'où ces scores d'efficience qui sont un petit peu plus bas, souvent qui oscillent entre 5 et 10%. Voyons maintenant comment la France se compare aux autres pays européens. Donc avec notre fourchette de gain d'efficience en France de 21 à 34%, la France se trouve un petit peu au-dessus de la moyenne européenne de l'UE 27. Donc c'est-à-dire qu'elle a effectivement beaucoup à gagner finalement avec une utilisation à large échelle de l'IA générative. Ce qui explique ce phénomène, c'est en fait simplement la répartition des emplois. En France, on a une part un petit peu supérieure à la moyenne d'emplois liés aux professions administratives, intellectuelles, scientifiques, où les gains d'efficience sont plutôt élevés, et plutôt une part inférieure à la moyenne des emplois industriels, agriculture, construction, où les gains d'efficience sont plus faibles. C'est ce qui explique un peu ce classement un peu au-dessus de l'UE 27. Alors je vois qu'on ne voit pas tous les pays, mais si vous demandez quel est le pays là tout en haut du tableau, il s'agit du Luxembourg. C'est le pays qui aurait le plus à gagner grâce à l'IA générative, notamment grâce à la prédominance de son secteur financier, où la technologie pourrait naturellement apporter de très grandes améliorations. Autre point intéressant, on a constaté que les hommes et les femmes n'étaient pas forcément impactés de la même manière par l'IA générative. Plus spécifiquement, on trouve que les femmes auraient davantage de gains d'efficience, donc davantage à gagner, on va dire, à utiliser l'IA générative dans leur emploi que les hommes. Et ça, c'est vrai pour quasiment toutes les classes d'âge, c'est même encore plus vrai parmi les jeunes. Là encore, c'est surtout en lien avec la répartition des emplois, avec les femmes qui vont être surreprésentées dans certains postes, notamment administratifs, tandis que les hommes vont être surreprésentés dans les métiers plus physiques. Et c'est ce qui génère cette distribution un peu différenciée. Mais de façon intéressante, on constate que bien que les femmes aient en principe plus à gagner à utiliser l'IA générative, elles semblent l'utiliser cette possibilité moins souvent. Une étude de 2024 montre que 50% des hommes disent utiliser l'IA générative au moins 60% des hommes disent utiliser l'IA générative au moins une fois par semaine contre 50% des femmes. Alors il s'agit d'une étude de l'année dernière, il est fort à parier que ces chiffres ont encore bien évolué depuis avec la progression et la propagation de cette technologie, mais c'est intéressant de voir si ce gender gap finalement se maintient ou si on a un effet de rattrapage qui se fait avec l'adaptation plus large de la technologie. Autre question toujours au cœur du débat, c'est est-ce que cette technologie sera utilisée de manière à substituer le travail humain ou plutôt en complément ou en augmentation du travail humain. Large débat. Là, je vous amène une étude qui a été faite à ce sujet que je trouve intéressante. Donc, c'est une étude qui a été menée en fait sur des millions de conversations entre des utilisateurs et l'outil d'IA générative Claude. Et ce qu'ils ont pu montrer dans cette étude, c'est que 43% en fait, des conversations entre utilisateurs et IA étaient de type automatisation et 57% étaient plutôt de type augmentatif.
Donc, automatisation, ça va être, par exemple, vous allez demander à votre IA de traduire un document. Donc, vous lui déléguez réellement la tâche et il va le faire, en gros, de façon quasi indépendante. Ça concerne les 40%. Mais la majorité des conversations, vous allez utiliser plutôt l'IA générative comme votre assistant. Par exemple, vous allez lui poser une question, j'aimerais développer un modèle de prévision des prix pour la région Île-de-France. Il va vous dire, il y a telle possibilité. Vous allez dire, la première possibilité, par exemple, un random forest me paraît intéressante. Quelles sont les forces, les faiblesses, de quelles données j'aurais besoin. Vous allez vraiment avoir une conversation pas par pas où il va vous soutenir dans votre travail, il va être votre stagiaire, votre assistant, mais en aucun cas faire le travail à votre place. Ça, c'est plutôt l'augmentation et c'est vraiment la majorité des conversations qu'on observe actuellement. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire finalement au niveau de l'emploi et à quoi peut-il s'attendre pour les 5 prochaines années jusqu'en 2030 ? Alors, naturellement, il ne faut pas se voiler la face, il y a bien des métiers qui sont quand même à risque d'un remplacement par la technologie. Il s'agit de métiers où les gains d'efficience sont élevés, mais où les tâches sont relativement homogènes et relativement automatisables. Donc on pense notamment justement aux métiers plutôt administratifs, employés de bureau et compagnie. Là, on voit, c'est fort probable qu'il y ait moins d'embauches dans ces secteurs, et même 40% des grandes entreprises, selon le dernier rapport du World Economic Forum, s'attendent à ce qu'il y ait des suppressions de postes dans ces domaines. En revanche, on a aussi des métiers qui vont fortement bénéficier de ces avancées de l'IA générative. Ça va être souvent des métiers où là aussi les gains d'efficience sont très très élevés, mais où l'humain reste particulièrement indispensable ou ne peut pas être remplacé. Par exemple, parce qu'il y a un haut niveau de responsabilité, ou parce que les répercussions de ce métier ont des conséquences humaines, éthiques, sociales très importantes. Là, on peut penser par exemple aux métiers de la médecine, de la justice, ou encore aux postes de direction. Donc, eux devraient bénéficier directement de cette technologie. Et finalement, la technologie, comme d'autres technologies par le passé, va également créer de nouveaux postes. Notamment, on peut penser tout ce qui est big data spécialiste, cybersécurité et compagnie pour la protection des données. Donc là aussi, si on se base sur le dernier rapport du World Economic Forum, alors certes, il va y avoir des suppressions de postes dans certains domaines, mais il y en aura aussi des créations ailleurs, et le solde net, en tout cas au niveau mondial, devrait rester positif avec plus 7% de création d'emplois sur les 5 prochaines années. Autre élément à garder en tête, c'est que la France, comme de nombreux autres pays en Europe, fait face actuellement à un changement démographique. Un départ à la retraite de la génération du baby boom et une population en âge de travailler qui est de plus en plus faible. Dans ce contexte-là, l'utilisation de l'IA générative peut aussi faire partie de la solution pour finalement faire face à ces défis démographiques. J'en viens maintenant à la deuxième partie de l'étude où on a fait un secteur un focus un peu plus particulier sur le secteur immobilier et de la construction. Donc ici, la première étape a été pour nous de déterminer quelles sont les principales professions ou groupes de professions dans le secteur. Et pour ce faire, on a analysé environ 30 000 offres d'emploi donc du secteur immobilier de construction pour déterminer ces principaux groupes de professions. Et ensuite, on a estimé les gains d'efficience de chacun de la même manière qu'on l'a fait précédemment pour l'économie générale. Voilà un petit peu, on va dire, quelques résultats, un subset de nos résultats. Donc là aussi, bien sûr, les gains d'efficience vont être très variables selon les métiers que vous allez considérer. Parmi les métiers où on trouve un gain très élevé, on a par exemple les responsables marketing, les analystes financiers, analystes de données ou encore asset managers. On peut penser par exemple, les analystes de données, c'est clair que l'IA générative va pouvoir grandement leur faciliter la tâche pour tout ce qui concerne collecte, nettoyage et visualisation des données. Ça peut être même pour des tâches relativement simples, comme simplement extraire les informations pertinentes d'un document ou de plusieurs documents PDF pour les réutiliser ensuite comme input dans un autre modèle. Ne serait-ce que ça fait déjà gagner pas mal de temps. Après, parmi les professions, on a un gain, je dirais, moyen, donc en gros 20-30% d'efficience potentielle que l'on peut gagner. On retrouve les agents immobiliers, les architectes et les ingénieurs. Donc pour une agence immobilière, on peut imaginer utiliser l'IA générative, par exemple, pour rédiger une annonce pour un bien immobilier à partir de quelques informations ou même à partir d'une image, d'une vidéo, ce qui permet de gagner du temps. Pour les ingénieurs, ça va être davantage une aide peut-être pour concevoir les plans, pour rédiger la documentation technique ou pour faire des estimations de coûts avec plusieurs scénarios.
Et puis finalement, là aussi, on a des métiers qui sont un peu moins impactés par l'IA générative, où les gains sont plus faibles. Là encore, c'est les métiers, sans surprise, particulièrement les métiers des bâtiments. On va être, par exemple, les ouvriers du ciment, les charpentiers, les peintres en bâtiment, etc. Donc là, de nouveau, on a des gains qui sont beaucoup plus faibles. On va pouvoir s'aider de l'IA générative pour certains aspects, pour obtenir des conseils, par exemple sur le choix des matériaux, ou encore pour s'aider à lire des documents, des plans, des documents techniques, améliorer la communication avec les clients. Donc, de nouveau, plutôt inférieur à 10%. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que pour dire que l'IA générative, elle peut vraiment avoir un impact sur un large spectre de métiers. Alors, certes, à des degrés très, très différents, mais finalement, quasiment tout corps de métier a quelque chose à gagner à s'intéresser à cette technologie de plus près. Et puis, en tout cas, pour certaines tâches, gagner un petit peu en efficience grâce à la technologie. Dans une prochaine étape, on a aussi voulu savoir quelles seraient finalement les fonctionnalités de l'IA générative qu'il faudrait mettre en place en priorité pour réaliser ces gains d'efficience. C'est ce qu'on a fait ici. Et puis, donc, ce qu'on a trouvé, c'est que 60% des métiers dans l'immobilier auraient déjà énormément à gagner à implémenter des fonctions simples, comme par exemple le travail de texte. Donc, les traductions multilingues, préparation de documents, rédaction, vérification, etc. Rien qu'avec ça, on arrive déjà à réaliser 16% du potentiel global de gain d'efficience dans le secteur. Si on ajoute à ça la capacité de recherche et de synthétisation d'informations, avec ces deux fonctionnalités-là, on arrive à peu près un quart des gains d'efficience possibles. Et puis là, ce sont vraiment des mesures encore relativement simples et peu coûteuses d'implémentation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire assez simplement. Il suffit de le mettre en place dans les processus de travail et ça permet déjà de gagner passablement de temps et d'efficience. Une autre fonctionnalité qui va être très intéressante, ça va être l'analyse des données. Ça concerne environ un tiers des métiers dans l'immobilier et environ 9%, 10% de l'efficience totale que l'on pourrait gagner dans ce secteur. Naturellement, là, il y a un petit peu plus d'obstacles, notamment toutes les questions qui vont être en lien avec la sécurité des données, la protection des données, mais aussi la nécessité de garder un certain esprit critique et une nuance lors de l'interprétation des résultats. Et pour terminer, je voudrais encore vous donner un petit overview de comment finalement cette IA générative va pouvoir soutenir les acteurs de l'immobilier tout le long du cycle d'un projet. En commençant par la phase de planification stratégique, donc là, l'IA générative va pouvoir être utilisée pour accélérer la recherche de marché, pour étudier le potentiel d'un site ou encore pour faire des prévisions. Alors bien sûr, des outils existaient déjà avant, mais de plus en plus, vous allez pouvoir interagir avec vos outils en langage naturel et leur demander un output en langage naturel, un rapport, une image, etc., ce qui va fluidifier, simplifier le travail avec eux. Dans la phase de conception de projet, ça va être davantage la conception de plans avec la possibilité d'avoir des maquettes 3D, de tester différents scénarios en temps réel. Dans la phase de réalisation de projet, on peut penser au suivi des travaux digitales pour rapidement voir s'il y a des retards, des erreurs que l'on peut corriger rapidement ou en tout cas être informé de ces délais. Ça peut être aussi la gestion des déchets, de l'eau afin de réduire l'empreinte carbone du bâtiment. Finalement, dans la phase d'exploitation, ça va être la gestion technique, énergétique du bâtiment, mais aussi tout ce qui est la gestion des contrats avec les locataires, la communication avec les locataires et l'analyse des données financières du portefeuille, donc analyse de performance, analyse de risque, qui là aussi pourront se faire plus vite, plus rapidement, de manière plus naturelle avec des modules d'IA générative. Donc on l'a vu, le potentiel est très fort. Il est intéressant et pour pouvoir réaliser ce potentiel, les entreprises devraient donc, que ce soit d'ailleurs dans le secteur immobilier ou ailleurs, mettre en place des stratégies ciblées, donc adapter les processus de travail, former bien sûr les collaborateurs et mettre en place une culture d'entreprise qui va être favorable à l'innovation. Je vous remercie pour votre attention.